Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vous allez découvrir 8 histoires terrifiantes qui se passent avec les conducteurs dans la voiture. Préparez-vous à bien écouter ces récits effrayants. Voici l'histoire numéro 1. Une balade nocturne sous la pluie. C'était une nuit pluvieuse et je rentrais chez moi après mon service au restaurant ouvert tard le soir. Ça avait été un service calme, mais j'avais étrangement beaucoup d'énergie. Je savais que j'allais devoir prendre un comprimé de mélatonine en rentrant à la maison. Je conduisais sur mon trajet habituel, une route pittoresque pendant la journée, mais extrêmement sombre la nuit avec peu de lampadaires. Il y avait des parkings occasionnels avec de petits magasins et restaurants, mais c'était surtout de longues étendues de forêt. Alors que je passais devant l'un de ces parkings, je remarquai une femme debout sous un lampadaire sous la pluie, le bras tendu en train de faire signe. Elle semblait avoir une 50aine d'années, très grande et mince. J'ai ralenti et baissé ma vitre. « Avez-vous besoin qu'on vous dépose quelque part ?» ai-je demandé. Elle s'est approchée de la voiture et a ouvert la portière, me remerciant d'être un héros. Je lui ai demandé où elle allait, et elle a répondu qu'elle se rendait juste un peu plus loin sur la route, en ville. Elle était trempée jusqu'aux os, mouillant tout dans ma voiture, mais j'ai senti que je ne pouvais pas laisser une femme dehors sous cette pluie glaciale. J'ai remarqué qu'il lui manquait quelques dents, ce qui était repoussant. Je me suis demandé si elle était sans abri, mais elle n'en avait ni l'odeur ni l'apparence. Ses cheveux étaient tellement mouillés que ce qui aurait pu être ébouriffé était maintenant lisse et plaqué. Elle souriait tout le temps et ne semblait pas représenter une menace. Nous sommes arrivés à une intersection avec une station-service et je me suis garé à côté d'une pompe pour faire le plein. Je lui ai demandé si elle voulait quelque chose à l'intérieur, mais elle a refusé. Je suis entré pour payer l'essence et acheter quelques eaux pétillantes alcoolisées pour le week-end. Quand je suis revenu à ma voiture, la femme avait disparu. J'ai regardé autour du parking de la station-service, mais il était minuscule. Elle avait dû s'enfuir quelque part. Je me sentais légèrement coupable, pensant qu'elle était une femme perdue et sans défense, mais je me sentais aussi soulagé. J'ai fait le plein de mon SUV et j'ai continué ma route vers la maison. Voici l'histoire numéro 2, une silhouette dans le coin. Lorsque je suis rentré dans mon appartement, qui se trouvait au premier étage d'une maison divisée en 2 logements, je me suis laissé entrer et j'ai posé les eaux gazeuses sur le comptoir. Je n'étais pas encore si fatigué, alors j'ai pris de la mélatonine et j'ai essayé d'aller me coucher. Même avec la mélatonine, j'avais du mal à dormir. Mon esprit était assailli de pensées concernant la femme que j'avais prise en stop et ce qui lui était arrivé. J'entendais de légers bruits provenant de l'extérieur de ma chambre, mais je les ai attribués aux locataires de l'étage supérieur. Je me suis réveillé dans ma chambre sombre, quelque chose qui n'arrivait généralement jamais quand je prenais de la mélatonine. Je me suis assis, me sentant somnolent et assoiffé. J'ai tendu la main vers mon verre d'eau et c'est alors que j'ai vu et entendu quelque chose de l'autre côté de la pièce. Quelqu'un était accroupi dans le coin de ma chambre derrière une commode, les jambes repliées. J'ai secoué violemment la tête, émettant des bruits étranges. Je me suis même giflé le visage. La silhouette s'est alors levée et est sortie de la pièce. Je n'ai pas crié ni dit un mot. Je suis resté assis sur mon lit, littéralement sous le choc. Il n'y avait pas le moindre bruit venant de l'extérieur de la chambre. Pas de bruit de pas, pas de porte qui se ferme. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé mon père. Il a décroché, perplexe face à cet appel tardif. Je lui ai raconté ce que je venais de voir et il m'a dit que j'avais probablement juste fait un cauchemar. Je suis resté au téléphone avec lui, devenant de plus en plus éveillé. J'ai quitté ma chambre, allumé les lumières du salon et regardé autour de moi. Il n'y avait personne. J'ai commencé à croire que je l'avais simplement halluciné, mais malgré tout, j'ai dormi avec la porte de la chambre verrouillée cette nuit-là, la tache sur la banquette arrière. Quand je me suis réveillé ce matin, je suis allé ouvrir la porte du vestibule et j'ai réalisé qu'elle était déjà déverrouillée. Mon cœur s'est serré. Ce que j'avais vu la nuit dernière était réel. J'ai jeté un coup d'œil dans l'appartement, m'assurant que personne n'était à l'intérieur. Je suis sorti jusqu'à ma voiture et j'ai ouvert la portière arrière pour y déposer mon sac de sport. Et c'est à ce moment-là que j'ai remarqué les taches humides, jaunâtres, brunâtres partout sur le sol à l'arrière. Ma couverture avait disparu. J'avais envie de pleurer ou de hurler. Je réalisais que la femme s'était faufilée sur la banquette arrière la nuit dernière lorsque j'étais à la station-service. Elle avait soit déverrouillé la porte de mon appartement, soit je l'avais malencontreusement laissée ouverte. J'ai rappelé mon père, lui demandant frénétiquement quoi faire. Il m'a dit de vérifier et de m'assurer que rien n'avait été volé et que si rien ne manquait, appeler la police ne servirait pas vraiment à grand-chose. J'ai inspecté la maison, mais rien ne manquait à l'exception de ma couverture dans la voiture.
J'ai séché la salle de sport ce jour-là. Je suis resté enfermé dans mon appartement pendant un moment. J'étais vraiment perturbé. Je ne voulais plus vivre là-bas très longtemps. Voici l'histoire numéro 3, une fête et un téléphone disparu. Quelques mois plus tard, j'ai accepté d'accompagner mon ami Michael à une soirée à laquelle il était invité pendant notre première année de lycée, même si je n'étais pas convié. Michael a joué de ses relations et j'ai accepté, sachant que je ne pourrais pas conduire. Quand nous sommes arrivés tard dans la nuit, Michael m'a dit de laisser mon téléphone dans la voiture. Il a dit que je risquais de le perdre ou que quelqu'un que je ne connaissais pas pourrait essayer de me le prendre. J'étais perplexe, mais j'ai acquiescé et nous sommes sortis de la voiture. Nous sommes allés dans le jardin où la fête se déroulait. J'ai vu des gens qui fumaient, buvaient et peut-être même consommaient de la drogue. Michael m'a encouragé à me mêler à la foule et à saluer quelques personnes. Après quelques heures, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop bu. Ma vision était complètement floue. Je me suis appuyé contre le mur pour me soutenir. J'ai remarqué l'heure sur ma montre. Minuit ou 1h du matin. Il était temps de partir. Je suis parti à la recherche de Michael, mais je n'ai pas réussi à le trouver. Quand j'ai demandé aux gens s'ils l'avaient vu, ils ont répondu que non. J'ai décidé d'appeler Mike pour savoir où il était, mais lorsque j'ai plongé la main dans ma poche pour prendre mon téléphone, il n'y était pas... Je me maudis. Je réalisais que j'avais laissé mon téléphone dans la voiture de Michael. Il avait disparu avec lui. Je savais qu'il n'y avait qu'un seul moyen de rentrer chez moi. Marcher. Je me souvenais que ma maison n'était pas trop loin, mais la nuit était fraîche. J'ai songé à demander à quelqu'un de me conduire, mais je ne connaissais personne d'autre qui puisse m'aider. J'ai commencé à tituber dans la rue, me sentant étourdi et pris de vertige. Je me suis arrêté sur le bord de la route, croisant les bras sur ma poitrine pour me tenir chaud. Je me suis souvenu de quelque chose que je pouvais faire du stop. J'ai tendu le bras et sorti mon pouce. Quelques voitures passèrent sans s'arrêter. Au fil des minutes qui s'écoulaient, je commençais à me sentir mal à l'aise. Il était plus d'1h du matin, et encore quelques voitures défilèrent, mais personne ne s'arrêtait. J'ai hésité et j'ai pensé à rentrer à pied, mais j'ai réalisé que dans mon état d'ébriété, ce serait trop intimidant. Je tendais encore mon pouce quand un camion gris s'est arrêté devant moi. J'ai souri et j'ai trébuché en direction du véhicule. La vitre s'est baissée et un homme à l'air âgé avec une barbe m'a demandé si j'avais besoin d'un trajet. Je lui ai répondu que oui et je lui ai donné mon adresse. Je me sentais reconnaissant pour le trajet. Voici l'histoire numéro 4, un tournant sinistre. Alors que nous commencions à rouler sur la route, l'homme essaya d'engager la conversation, mais j'étais trop désorienté pour discuter avec lui. Les seules choses que je parvenais à dire étaient des marmonnements et des grognements. Alors que nous tournions au coin de ma rue, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Je ne pouvais pas me débarrasser de l'impression que quelque chose était étrange chez cet homme. Nous sommes passés devant ma maison et je lui ai dit que nous venions juste de la dépasser. Mon instinct me disait de sortir, mais je ne pouvais pas car j'étais trop ivre. J'étais sur le point de dire à l'homme de me laisser descendre avant que nous ne nous éloignions trop de ma maison quand il s'est tourné vers moi, avec un air sinistre sur le visage. « Tu ne devrais pas être ivre quand tu fais du stop, parce que tu serais une cible très facile, » dit-il avec un sourire narquois et sinistre. Il tendit le bras et commença à me caresser la jambe. Je ne savais pas ce qu'il essayait de faire, mais je savais que ce n'était rien de bon. Cependant, avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit d'autre, nous avons entendu une forte sirène derrière la voiture. Les lumières rouges et bleues clignotantes inondèrent la nuit. C'était la police. J'ai sauté de joie. L'homme a paniqué et s'est arrêté, déverrouillant les portières. J'ai bondi hors de la voiture et j'ai couru aussi vite que je le pouvais. Le policier s'est précipité vers moi et je lui ai raconté toute l'histoire sur ce qui s'était passé. Malheureusement, rien d'illégal ne s'était produit à ce moment-là. L'agent m'a dit qu'il recherchait quelqu'un dans une camionnette grise qui avait apparemment volé quelque chose dans un magasin. Je n'étais pas sûr si c'était l'homme qui m'avait pris en stop ou quelqu'un d'autre, mais j'étais simplement soulagé que l'agent de police ait arrêté la voiture. Un policier m'a raccompagné chez moi. J'ai décidé à partir de ce moment-là que je ne boirais plus au point de ne plus pouvoir réfléchir correctement. J'ai pris conscience de l'importance d'être responsable et de rester vigilant par rapport à mon environnement, même quand je m'amuse. La fête de Kappa Sigma. J'étais encore à l'université quand c'est arrivé. J'allais dans une grande école réputée pour ses fêtes dans le nord de l'État de New York. Je n'étais pas dans une sororité, mais j'assistais à beaucoup de soirées de fraternité. Je vivais dans une maison hors du campus avec 3 autres filles. Mes amies Deanna et Kayla voulaient aller à une fête Kappa Sigma à venir. Je n'étais pas du genre à refuser une fête, alors j'ai accepté.
La maison était à environ 20 minutes du campus. On a fait un gros before chez nous et puis on a appelé un Uber. On a continué à picoler dans la voiture, ce qui était une recette pour le désastre. Au moment où on est arrivé à la soirée, j'étais à 2 doigts du blackout total. Je me souviens à peine de l'agencement de cette maison. Je n'avais jamais été à une fête de Kappa Sigma avant cette nuit-là. Je me rappelle vaguement l'extérieur, un groupe de gars de la fraternité debout devant l'entrée, le DJ dans le salon et les 2 tables de beer pong dans la cuisine. On m'a raconté plus tard que j'avais joué au beer pong avec un type d'une fraternité que je ne connaissais pas et que j'avais fini par discuter avec lui dans un coin pendant un moment. Mais après ça, personne ne sait où je suis allé. Je ne pourrais même pas vous dire quelle est la dernière chose dont je me souviens avant de me réveiller. Voici l'histoire numéro 5. Échoué dans l'obscurité, je me suis réveillé allongé sur l'herbe au bord de la route. Ma tête me faisait un mal de chien. Je devais encore être un peu ivre. Il faisait nuit noire dehors. J'étais allongé près d'un groupe d'arbres, dans une zone boisée à l'écart de l'université. Il n'y avait pas grand-chose là-haut à part des forêts et de temps en temps une petite ville. Je tapotais mes poches à la recherche de mon téléphone. J'ai eu une crise de panique quand j'ai réalisé qu'elles étaient vides. Mon sac bandoulière avait également disparu. Je n'avais absolument rien sur moi. J'ai commencé à paniquer. Je ne pouvais même pas appeler à l'aide, encore moins vérifier l'heure ou l'endroit où je me trouvais. J'ai regardé autour de moi dans les environs immédiats, mais il n'y avait rien. Ma chemise blanche était tachée de terre, mais c'était le cadet de mes soucis. J'ai commencé à marcher le long de la route, me rapprochant des lampadaires. J'ai réalisé qu'il n'y avait aucun bâtiment en vue. J'étais sur une route de campagne complètement perdue au milieu de nulle part. Je me suis appuyé contre le lampadaire pendant quelques minutes, me demandant quoi faire. J'ai décidé d'attendre que quelqu'un passe pour demander de l'aide. Cela a pris beaucoup de temps, au moins 15 minutes, avant que je ne remarque des phares au loin sur la route. Je me suis avancé sur la route, agitant les bras et sautillant, essayant d'attirer leur attention. La voiture a ralenti pour s'arrêter sur le bord de la route. Je me suis approché du véhicule, et le type à l'intérieur a baissé la vitre. Il m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que j'étais coincé sans téléphone et que j'avais besoin qu'on me ramène chez moi. Il m'a dit de monter, ce que j'ai fait en le remerciant. Il m'a interrogé sur ma situation délicate. Comment je m'étais retrouvé échoué sur le bord de la route. Je lui ai expliqué que j'étais à une fête et que la chose suivante dont je me souvenais était de me réveiller sur le bas-côté. Avec le recul, je n'aurais pas dû dire tout ça. J'aurais dû rester aussi vague que possible. Je n'aurais pas dû lui faire savoir que j'étais complètement ivre et vulnérable. Il m'a demandé pourquoi je n'avais pas appelé à l'aide, et je lui ai répondu que j'avais perdu mon portable. Le type m'a regardé comme si j'étais un imbécile. Je lui ai donné mon adresse pour qu'il la rentre dans son GPS. Pendant qu'il conduisait, je l'ai entendu murmurer « D'accord, c'est parti ». J'ai demandé à quelle distance nous étions, et il a répondu environ 20 minutes. Ça me semblait correct, puisque la maison de la fraternité était à peu près à 20 minutes de chez nous. Je pensais que tout se passerait bien. On me déposerait à la maison où Kayla et Deanna m'attendraient avec mes affaires. Mais rien ne peut jamais se passer aussi facilement. Voici l'histoire numéro 6, un murmure sinistre. L'homme parlait d'une voix douce, posant des questions simples. Sa voix feutrée était presque déconcertante. Pourquoi chuchotait-il ainsi ? Nous avons roulé, pendant ce qui semblait être plus de 20 minutes sur la même route. J'ai commencé à m'inquiéter et je lui ai demandé combien de temps il nous restait. Il n'a pas répondu tout de suite, alors j'ai dit « Monsieur ?» Il a fait « et j'ai répété ma question. Il a dit de sa voix douce « Pas loin ». Ce n'était pas normal. Notre maison était en ville, pourtant nous étions toujours sur la même route de campagne, avec rien d'autre que des arbres partout. J'ai commencé à remarquer, du coin de l'œil, qu'il me regardait à plusieurs reprises. Il tournait complètement la tête pour me fixer pendant quelques secondes, puis reportait son attention sur la route. Je commençais à me sentir mal. Je lui ai demandé s'il avait entré la bonne adresse, et il a répondu que oui. Puis il a dit « De quelle couleur sont tes sous-vêtements ?» Il a posé sa main sur mon genou et a commencé à le caresser. Je l'ai éloigné et lui ai dit d'une voix désespérée de ne pas me faire de mal, s'il vous plaît. Je voulais juste rentrer chez moi saine et sauve. Il a répondu « Pourquoi vous ferais-je du mal ?» Il s'est garé sur l'herbe sur le bord de la route et a mis la voiture en stationnement. Il était sur le point de se pencher vers moi et de faire quelque chose, mais je ne lui en ai pas laissé l'occasion. J'ai ouvert la portière et j'ai couru dans les bois. Heureusement, je portais mes baskets Air Force One, donc je n'ai pas eu de difficulté à courir. Je courus juste assez loin pour être hors de vue de la voiture. Lorsque je ne pouvais plus voir ses phares, j'entendis l'homme élever la voix. Il hurla dans les bois
T'es où? Je veux juste lécher ta partie intime. Je plaque mes mains sur ma bouche, étouffant ma respiration, submergé par la peur. J'attends. J'attends encore. Jusqu'à ce que j'entende une portière de voiture claquer et le bruit d'un véhicule qui s'éloigne à toute vitesse. J'ai attendu encore quelques instants avant de retourner sur la route, m'assurant qu'il était bien parti. Je me sentais vraiment impuissant. Je ne voulais pas recroiser cet homme, mais j'avais besoin que quelqu'un d'autre m'aide. J'ai attendu juste à la lisière des bois qu'une autre voiture arrive, et finalement c'est ce qui s'est produit. J'ai aperçu les phares qui approchèrent de loin, mais j'ai patienté jusqu'à ce que je sois certain qu'il s'agissait d'un véhicule différent avant de bondir, d'agiter les bras et de crier. La voiture s'arrêta. C'était un autre homme, un peu plus âgé. Je m'assis sur la banquette arrière. J'étais tellement bouleversé que je parlais à peine, me contentant de répondre aux quelques questions qu'il me posait. Heureusement, cet homme me déposa devant la maison. Il était 4 heures du matin. Mes amis étaient encore éveillés, m'attendant. Ils avaient mon téléphone et mon sac. Ils envisagèrent d'appeler la police si je n'étais pas revenu d'ici le matin. Personne n'avait la moindre idée de avec qui j'étais parti ni comment je m'étais retrouvé sur le bord de la route. Le garçon avec qui j'étais affirmait qu'il n'était pas celui qui était parti avec moi. En fait, il n'y a aucune preuve solide que je sois même parti avec quelqu'un, mais cela ne laisse aucune explication sur la façon dont je me suis retrouvé à dormir sur le bord de la route. J'ai considérablement réduit ma consommation d'alcool après cette nuit-là. Je ne veux plus jamais me retrouver dans une situation où je suis obligé de faire du stop. Voici l'histoire numéro 7, le conducteur malchanceux. Je faisais de l'autostop de Leipzig, en Allemagne, jusqu'à Paris. C'était en octobre et j'avais 29 ans. La journée était douce, ensoleillée et le ciel bleu, une excellente journée pour faire du stop. J'ai rencontré un Français dans une station-service. Il était un peu sale et mal rasé, petit et miteux. Il a accepté de me conduire à Paris, où je devais récupérer mes tableaux d'une exposition. Il parlait un anglais approximatif et moi je ne parlais pas du tout français. Je n'avais aucune idée de qui était ce type. Il était environ 16h30 quand je suis monté dans sa petite vieille voiture. Après quelques banalités échangées, il s'est penché au-dessus de mes genoux et a ouvert la boîte à gants. Il en a sorti une liasse de passeports, 4 en tout. La première appartenait à une jolie fille qui est morte en tombant de l'arrière de sa moto. La deuxième appartenait à une petite amie qui est décédée dans un accident de voiture. La troisième petite amie est morte d'une tumeur au cerveau et la quatrième est tombée d'un cheval. « Je suis vraiment un homme malchanceux, dit-il. » J'acquiesçai. Il n'avait vraiment pas eu de chance. Le malaise s'installa à ce moment-là et ne fit que s'amplifier au fil des kilomètres parcourus. Il était en possession des passeports de 4 jeunes femmes. Peu après m'avoir montré les passeports, l'homme déclara qu'il voulait prendre un raccourci vers Paris. Ce n'était pas vraiment une question. « Parfait, pensai-je. Sortez-moi d'ici au plus vite. » Je supposais que nous traverserions quelques charmants villages français par des routes secondaires, mais non. Au lieu de cela, nous avons bifurqué sur un improbable chemin de terre qui partait de la route principale. « Oh, oh, pensai-je, pas bon ça. » Mais je gardai le silence. Nous roulâmes sur les collines françaises typiquement d'un vert éclatant jusqu'à ce que nous atteignions enfin l'orée de la dense forêt qui s'approchait. La route se rétrécit et il fit soudainement plus sombre lorsque nous pénétrâmes dans les bois. L'intérieur de la forêt était sinistre. On aurait dit l'endroit parfait pour dissimuler quelque chose. C'était à la fois magnifique et effroyable. C'est à ce moment-là que mon chauffeur français s'est écrié dans un anglais approximatif « Je ne veux plus parler anglais ». Ce n'était clairement pas une demande. Puis le silence. Un silence gênant dans la forêt qui s'assombrissait. J'ai commencé à ressentir un léger afflux d'adrénaline dans mon corps. Mon instinct de combat ou de fuite s'échauffait. La communication avait maintenant officiellement pris fin. Il était 17h et le soleil déclinait rapidement. Les bois s'assombrissaient. Le conducteur semblait tendu et je pouvais dire qu'il était plongé dans ses pensées. J'ai remarqué que ses lèvres bougeaient de façon presque imperceptible, rigide et serpentine. J'avais déplacé ma main vers la poignée de la portière. La voiture ralentissait. Il n'a pas dit un mot. Allais-je mourir maintenant ? Avait-il une arme ? Avait-il une cave ? Ces questions tournèrent dans ma tête. Ma vie était maintenant surréaliste. Ce n'était pas mon plan. Peut-être que j'ai communiqué avec mon ravisseur d'une manière secrète. Peut-être que j'ai dégagé une sorte de phéromone perceptible uniquement par les hommes qui s'affrontent. Je possédais mes propres problèmes de colère, et je n'allais pas me laisser faire sans combattre. Je savais qu'il n'y aurait ni supplication, ni cri de pitié de ma part, pas envers ce censuré.
j'avais aussi ma propre réserve secrète de folie. J'étais grand et fort à cette époque, endurci par mes voyages sur la route. Rien ne remplace mon regard de celui qui n'a rien à perdre. C'est tout ce que je lui ai donné. Quelque chose de très primitif s'est alors produit entre nous, rapidement, en l'espace de quelques secondes. C'est une sorte de calcul intérieur pour savoir si l'on peut vaincre, arrêter ou tuer l'autre gars. Le sang, les entrailles, la force et, hélas, la mort. Ces considérations ne sont pas les moindres. Je ne pense pas que ces calculs soient les mêmes quand la victime est petite, effrayée, suppliante et faible. Je crois qu'entre ces deux personnes inégales, cela se transforme simplement en soif de sang, en pouvoir, en panique, en griffure et en fatalité. Il était 17h12, la voiture avançait maintenant vraiment lentement. J'entrais dans un endroit très étrange et nouveau en moi-même. J'étais transformé, avec très peu de préparation, en un tueur potentiel moi-même. Peut-être que mon chauffeur pouvait lire dans mes pensées, mon langage corporel ou percevoir mes intentions. Peut-être qu'il avait vu ma main sur la poignée sale de sa portière. C'était le moment de vérité, et puis nous avons soudainement commencé à accélérer. Dieu merci. Hors de ces bois. Étrange comme ces souvenirs me reviennent alors que j'écris ceci. Certains souvenirs dont je ne suis pas sûr. A-t-il vraiment dit qu'il avait dû frapper une petite amie avec une pelle parce qu'elle l'avait attaqué et ne voulait pas se taire? A-t-il réellement expliqué la présence des 2 sacs à dos sur la banquette arrière? Ai-je volontairement choisi de ne pas entendre cela? Ai-je imaginé ces mots plus tard? Ai-je vu plus de passeports dans sa boîte à gants que les 4 qu'il a sortis? Pourquoi n'ai-je pas dit « arrête la voiture » après le contrôle des passeports? La route commença à s'élargir et nous émergeâmes de la sombre forêt dans le soleil couchant. Il était rouge foncé et orange dans le ciel. Je pouvais entendre, puis voir, l'autoroute. J'aperçus de minuscules maisons de l'autre côté de la voie rapide. Je n'avais aucune idée de l'endroit exact où je me trouvais. Le Français m'a demandé si je voulais passer la nuit chez lui. On pourrait dîner ensemble. Un rapide film de sa cave sordide, véritable chambre de torture, a défilé dans ma tête. J'ai poliment dit non. C'était le premier mot que je prononçais depuis l'ordre de ne pas parler anglais. Je pense sincèrement que si j'avais enfreint cet ordre et que j'avais déblatéré quelque chose dans les bois, mon histoire aurait pu avoir une fin différente. Tout s'est joué sur le silence. Je peux être silencieux parfois. Il faut l'être pour réfléchir au prochain mouvement. Peut-être que l'un des visages sur les passeports n'a pas réussi à réprimer sa nature et a commencé à parler ou à supplier avec peur. Est-ce que cela aurait nourri les ténèbres du tueur? Je suis descendu sur le bord de l'autoroute et, tandis que la nuit tombait, je l'ai regardé s'éloigner en voiture. Je ne suis jamais allé voir la police parce que je ne parlais pas français, et je me disais que mon imagination était peut-être un peu trop débordante. J'ai hurlé quelque chose dans le ciel nocturne, me demandant ce qui venait de se passer. Bon sang. Il faisait maintenant complètement noir. J'étais épuisé après cette petite aventure, et je me suis bientôt endormi sur le bord de l'autoroute. Voici l'histoire numéro 8. Le tueur en série. Le lendemain matin, j'étais inquiet de ce que la nouvelle journée allait apporter. J'ai regardé mes mains. Suis-je toujours en vie? Faisons un bond de 20 ans en avant. J'enseignais l'anglais à un étudiant allemand en commerce dans un café sur un boulevard à Leipzig, en Allemagne. Nous parlions d'autostop et je lui ai raconté mon histoire. Mon élève a rapidement sorti son smartphone et a cherché sur Google des tueurs en série français. Puis, il m'a montré des photos. Il était là... On m'a montré une photo du tueur en série Patrice Allègre. C'était lui, toutes ces années auparavant, lui et moi lors de cet étrange trajet. Je n'avais jamais oublié son visage. En 1990, on signalait un tueur en série qui abandonnait les corps de jeunes filles sur les bords de route et les autoroutes françaises. Il était alors en pleine frénésie meurtrière. J'avais entendu parler d'un tueur qui sévissait. Ma petite amie française m'avait dit de faire attention en faisant de l'autostop à cette époque-là. J'ai souvent pensé que les femmes assassinées et les autres hommes avaient peut-être été enterrés dans ces bois que nous avons traversés lentement. Je regrette maintenant de ne pas être allé voir la police. Il est en prison et ils ne sont pas intéressés. Peut-être que j'aurais pu aider à empêcher plus de meurtres à l'époque, ça pèse lourd sur ma conscience. Et depuis ce moment-là, j'ai ressenti cette sombre lumière dans mon corps. Peut-être que les âmes des filles se sont échappées avec moi, désespérées de sortir de la forêt,